Salut la Wizard Nation, on se retrouve entre CM pour pouvoir discuter de la fin de saison, tranquillement, une petite vidéo détente. Je suis avec Alexis, ça va Alex? Ça va et toi? Ouais, impeccable. On se retrouve après malheureusement la grosse déconvenue contre San Antonio hier, enfin en tout cas le scénario un peu cruel. Écoute, une défaite en prolongation, 146, 143, je crois, un truc comme ça. Mm. Un match où les deux équipes, pour le coup, se sont rendues coup pour coup. Il n'y avait pas une équipe véritablement meilleure que l'autre. Ça joue sur des détails, sur de l'arbitrage. Probablement un peu de fatigue parce qu'on était en back-to-back. Donc, tous ces petits éléments-là font que à la fin, tu te retrouves avec une défaite pas logique, enfin illogique, frustrante au vu du scénario, mais pas dramatique dans l'absolu par rapport au calendrier et puis par rapport à la série qui vient de se terminer. On va y venir, tu as un très bon teasing. Justement, Ça bosse les au niveau de la transitions, hein. vidéo, exactement, ça bosse les transitions. Donc on va faire une petite première partie sur la série en cours. On va essayer d'étudier ensemble le calendrier à venir. L'état du roster actuel, on a des petits pépins dans l'effectif. Et puis, on va essayer de se projeter sur le play-in. Je pense que c'est quand même l'objectif affiché des Wizards. Donc voilà. Donc pour la série en cours, euh, on est actuellement en série du 8-1 avec la petite défaite d'hier un peu contrariante. Sur cette série, moi j'ai retenu deux statistiques majeures. On est 11e offensive rating, 113 points, et on est surtout deuxième defensive rating. Je tiens à rappeler qu'avant le All-Star Break, on était 27e, on est passé deuxième. Je pense qu'il y a quand même une personne qui est importante dans ce petit changement. Je pense que tu peux en parler Bah, un petit peu. Monsieur Daniel Gafford, le move probablement pour l'instant le plus sous-estimé, je pense, de la deadline. Même nous, hein, enfin, j'avais aucun a priori sur le joueur, mais on n'était pas particulièrement emballé à l'idée de lâcher Troy Brown et Mo Wagner, mais une vraie belle surprise, un pivot qui est capable de stretch, qui fit très bien avec Westbrook et avec Bill. Euh, Ça dissuade, ça sent plutôt bien le jeu, ça contre. Donc c'est vraiment un élément qui nous manquait. Et clairement, si tu passes deuxième au defensive rating sur cette période, c'est pas du tout un hasard. Et on lui doit clairement ça. Et on espère que ça va continuer parce qu'il a vécu sa deuxième défaite avec nous hier. Mm. Donc, on espère que ce sera la dernière. Ouais, c'est clair. Et puis en dehors des stats, c'est vrai que Gafford, il apporte des points, du rebond, des blocs, beaucoup de blocs. Mais surtout, je trouve que dans la dissuasion, dans C'est la clair. protection d'arceau, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas depuis quoi? Depuis Néné, peut-être. C'est vraiment quelque chose qu'on avait besoin, qui nous manquait réellement. C'était un pivot qu'on n'avait pas, un profil de pivot qu'on n'avait pas. Brian, c'est pas vraiment le protecteur d'arceau ultime, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il a d'autres qualités. Donc voilà, quand même un très gros changement offensif d'une part, mais surtout défensif. Et je pense que c'est ce qui explique majoritairement les résultats. Ouais, clairement. Et puis, après, pour relativiser un petit peu sur cette série, on peut quand même dire qu'on a joué quand même pas mal de teams qui sont dans le bottom 5-6 de la ligue. Donc, forcément, ça aide à la fois pour les wins, mais aussi pour le defensive rating. Mais tu vas quand même chercher de grosses victoires à Utah, contre les Pels en overtime, contre les Warriors de Curry, qui marchent sur l'eau en ce moment. Donc, mine de rien, c'est des victoires un peu statements, même si les Pels, bon, pourquoi pas. Donc, une belle série qui nous remet dans la course au moment où, pour le coup, je pense que plus personne n'y croyait vraiment. Enfin, on savait qu'on allait gagner quelques matchs encore d'ici la fin de saison, mais pas assez pour véritablement revenir dans la course. Et du coup, bah, là, on est pleinement dedans puisqu'on est dixième. On est dixième avec un bilan de 27-34, si je dis pas de conneries. Chicago et Toronto nous talonnent, on y reviendra après. Mais voilà, une série salvatrice qui s'explique par Gafford, par le retour de tout le monde, par les adversaires, mais une série qui fait du bien et qui donne un peu d'espoir pour la fin de saison. Ouais, tu fais bien d'en parler. Le retour de tout le monde, c'est une première chose. Le step-up des trois gros joueurs qu'on est censé avoir offensivement, Westbrook, Bill, Bertans. Mais il y a aussi une petite variable à prendre en compte. On a souvent eu un joueur, un role player, qui sur certains matchs a fait la différence.
Par exemple, hier, Alex Len, malgré la défaite, a été quand même assez exceptionnel. Robin Lopez, quand il rentre sur 15 minutes et qu'il rentre 7-8 hooks à 90% au tir, c'est pareil, tu vois, c'est vraiment le genre de petit facteur X qui fait que les matchs qu'on perdait, généralement qu'on perdait de 10-15 points à l'entame du troisième quart-temps, maintenant on reste un peu plus collé à l'adversaire. Et il faut quand même l'avouer, même si hier ça a mal tourné, on est quand même plutôt pas mal dans le clutch. C'est clair. Alors ça, c'est assez répétitif. Westbrook, ISO, Bill ISO, Gafford Lob, mais on est quand même assez efficace dans le clutch. C'est quand même quelque chose d'intéressant, je pense. Ouais, clairement, ouais. C'est un truc qu'on n'avait pas du tout vu au début de saison. Loin de là, au début de saison, on était plutôt dans les matchs, mais on arrivait à les paumer. Là, on a avec Westbrook notamment en fait, Bill est le mec qui nous amène sur un match serré en fait, qui prend plutôt le scoring à sa charge sur le début, le milieu du quatrième, et souvent dans la dernière minute, c'est souvent Westbrook qui a les shoots. Et ça marche plutôt bien. Je ne sais plus la stat, mais c'est un truc genre 8-4. Quand on est en 8-4, il me semble, quand ça joue à moins de 3 points à 5, une ou ouais, deux 5 minutes. points, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on est une équipe clutch. Et puis aussi, on n'a pas mentionné un bonhomme qui revient quand même très bien, c'est Davis Bertans, qui fait un très gros mois d'avril, qui retrouve des pourcentages. Il est presque à 50% au tir. Il n'a pas raté un lancer du mois pour l'instant, encore hier. Donc, c'est sûr que quand tu as Davis qui va te planter sa quinzaine de points tous les soirs, ça t'aide quand même globalement à rester dans les matchs. Non, c'est clair, gros facteur risque. De toute façon, on le sait, Davis, c'est vraiment le genre de mec qui peut, sur un match, prendre feu 90 secondes et revenir de -9 à -2. Donc voilà, quand même, c'est effectivement quelque chose à souligner. Autre chose à souligner, moi qui m'a interpellé sur le match d'hier, c'est la gestion du poste 5. Alors hier, il y avait Rollo qui était absent. On pensait que Gafford allait avoir pas mal de minutes. Len a starté, il a été très bon. Après Len, Gafford a vite pris des fautes. Et donc, c'est Anthony Gilles qui a un peu servi de poste 5. Et honnêtement, c'était quand même une très, très grosse surprise. Il a été très, très bon. 13 minutes de jeu, excellente. Et on l'a pu revu du match. Ça rien, c'est Scott Brooks. C'était pas écrit Mais sur la feuille voilà, en même temps. c'était pas écrit sur la feuille exactement. Mais je trouve ça un peu dommage, justement, qu'on profite pas du bon match de Gilles. Parce qu'en plus, je trouve que Gafford, sur les trois pivots, en tout cas ceux qui étaient poste 5 hier, sur le match d'hier, c'était peut-être le moins bon des trois. Et finalement, il a un peu forcé avec Gafford, alors que Gilles faisait quand même très bien le travail et Leno aussi, quand même. Ouais, clairement. Gilles, j'ai bien aimé. En fait, j'aime bien ce qu'il fait. Tu sens qu'il est passé par la case européenne parce que on n'est vraiment pas dans le superflu. C'est plein de petits trucs qui font que le collectif marche bien. Donc hier, je sais pas combien de points il finit. Il a au moins 13, 13, 13 points. 13 points, 13 ouais. points. 13 points, donc ultra propre. Défensivement, DeRozan a tenté de le post-up de temps en temps. Il a plutôt bien tenu le choc. Donc, ouais, j'ai pas trop compris pourquoi on n'est pas revu Gilles. Et en effet, Gafford a eu peut-être son moins bon match avec nous hier. Il a beaucoup souffert. En même temps, il faut dire que les Spurs ont beaucoup attaqué la raquette. Mais Gafford a pas mal souffert. En plus, c'était très rapidement, comme tu l'as dit, en foul trouble. Et Len a vraiment step up. Donc, ouais, il y a cette équation du poste 5 que Brooks ne veut pas résoudre. Il l'a dit, en fait, il en est satisfait de sa rotation à 3, maintenant peut-être 4 hommes. Et du coup, on est toujours dans le flou. On sera très difficile en fait de dire quel joueur va jouer combien de minutes sur tel match. Et ouais, c'est clairement en même temps une force parce que du coup, tu peux compter sur plusieurs hommes, mais en même temps une faiblesse de ne pas avoir des feats préétablis, etc. Surtout à l'approche des play-in. Et justement, en parlant de play-in, il nous reste une petite dizaine de matchs. Donc au niveau du calendrier des Wizards, ça se complique quand même. Là, c'est vrai que sur le mois d'avril, on avait quand même un calendrier un peu favorable. Là, on va jouer notamment les Lakers, les Bucks, les Raptors qui sont dans la course au play-in, 2 fois les Hawks. Et surtout, on va jouer 2 fois les Pacers et 1 fois les Hornets. Là, pour le coup, c'est vraiment des concurrents directs au play-in, notamment le tout dernier match Wizards-Hornets. On ne serait pas à l'abri d'avoir un bilan final à 0,5, enfin pas 0,5 forcément, mais à une victoire d'écart.
ça peut compter, les tie-breakers et ainsi de suite. Comment tu vois l'avenir, en tout cas les rencontres que les Wizards vont avoir? Très difficile à dire parce qu'en fait, on a eu peu d'échantillons de tests de matchs où l'effectif est au complet, en confiance et face à un bon adversaire. On a eu les Pels, les Warriors récemment. Donc, c'est sûr que quand je vois que le calendrier se complique, surtout, c'est pas mal de matchs à l'extérieur notamment, donc ça complique encore un peu plus le truc. Il n'y a pas énorme, il y a pas de raison d'être particulièrement inquiet, mais en même temps, c'est ce genre de match que les Wizards sont tout à fait capables où on est tout à fait, voilà, tout à fait capable de prendre un blowout. Euh, donc, ouais, effectivement, la course sera serrée jusqu'au bout. Étant donné en plus que les Pacers ont un calendrier relativement proche du nôtre, dans la mesure où ils jouent à peu près le même nombre de top teams et à peu près le même nombre de concurrents directs. Par contre, les Raptors et les Bulls qui sont derrière nous, eux, ils ont quand même un calendrier beaucoup plus compliqué que nous. Les Raptors, ils ont un gros road trip où ils jouent le Jazz, les Lakers et les Clippers. Donc ça peut compter. Ils jouent les Nets ce soir. Les Bulls, pareil, il y a du lourd. Je crois qu'il y a les Bucks deux fois, les Celtics, les Sixers. Donc ces équipes-là, sur le papier, elles ont un calendrier moins favorable que nous. Et en plus, elles sont derrière. Les Pacers, on est sur un calendrier à peu près, enfin, ça se vaut, quoi. Sauf qu'on a 2 matchs de retard, 2 matchs et demi, il me semble. Et les Hornets, on est à 3 matchs et demi, deux, et ils ont un calendrier quand même beaucoup plus facile puisqu'ils jouent 2 fois les Pistons, le Magic, les Pels qui sont quasi hors course. Donc les Hornets, c'est compliqué à rattraper selon moi. On y reviendra après. Les Pacers, en fait, ça va vraiment jouer sur les deux confrontations directes. On les joue 2 fois, il va falloir gagner 2 fois. Et les Bulls Raptors, il va falloir espérer que ça ne surperforme pas et qu'il n'y ait pas quelques upsets par-ci par-là. Et c'est possible parce qu'à l'approche des playoffs, les top teams ne vont pas forcément mettre tout le monde. Donc voilà, il y a de quoi être optimiste, il y a de quoi faire quelque chose et aller chercher au moins un spot, ça je pense. Après, pour monter encore, selon moi, ça va être compliqué. Hmm. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense quand même qu'il y a des éléments assez rassurants. Euh, les Cavs, on les joue à l'avant-dernier match. C'est pas impossible que à cette période-là, ils se mettent un petit peu à tanker. Les Hawks, qui sont quand même une équipe assez difficile à battre, on les joue 2 fois de suite. Et on sait très bien que dans le genre de double confrontation d'affilée, souvent, enfin, c'est quand même statistiquement prouvé, c'est les rencontres, ça fait souvent 1-1. Comme tu dis, les Pacers, il faut vraiment gagner les deux pour espérer quelque chose, sinon c'est terminé à mon sens. Et puis on a les Bucks qui potentiellement sur un match, alors après ça dépend, voilà, ça dépend un peu de leur classement, s'ils sont sûrs d'être troisième, s'ils doivent un peu pousser le truc ou quoi. Mais ça leur arrive aussi de faire reposer quelques joueurs. Ça serait bien qu'ils se fassent reposer contre les Wizards. Là, on va jouer tout de suite les Lakers. Ils n'ont pas encore annoncé LeBron. C'est un peu en dilettante, on ne sait pas trop. Donc voilà, quand même des éléments rassurants. Et puis c'est surtout qu'on joue des confrontations directes contre les Raptors, les Pacers, les Hornets. Donc voilà, ça va être vraiment des matchs coup près qu'il va falloir gagner. Et je pense que le backcourt Russ-Bill a quand même un avantage certain sur certaines match-up un peu plus jeunes, voilà, avec un peu moins d'expérience. Il faut voir comment on va gérer ça. Euh, je te propose de passer sur une petite section sur l'état du roster actuel. Moi, il y a une petite stat que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Sur tous les matchs des Wizards, on a aligné le 5 Russ, Bill, Avdia, Rui, Bryant seulement 4 fois. Alors évidemment, c'est aussi Ouais. surtout dû à la blessure en début de saison de Bryant, mais même si on exclut la grosse blessure de Toto, là actuellement Avdia est out, Rui vient seulement de revenir, on a Bertens qui a été en période Covid et en blessure. Voilà, on a eu beaucoup, beaucoup de pépins. Là, actuellement, c'est Robin Lopez. C'est quand même assez difficile à gérer cette saison. C'est le cas de beaucoup d'équipes, mais quand même, les Wizards, va falloir que tout le monde soit là pour le sprint final, sinon ça va quand même se compliquer, je pense. Ouais, clairement, comme tu dis, je pense que toutes les équipes ont souffert globalement, que ce soit par les blessures, soit par le Covid, mais je pense qu'on a quand même été une des teams les plus impactées. En tout cas, pour le Covid, c'est sûr. Pour les blessures, on a quand même perdu notre pivot titulaire au bout de 6-7 matchs. Donc, ouais, clairement, on a beaucoup souffert. Rui, je l'ai trouvé pas mal hier. Je pense qu'il va bien revenir. On n'a pas précipité le retour, visiblement.
Ils avaient l'air plutôt en forme, limitation de minutes. Donc, faut vraiment faut qu'on prenne notre temps avec lui. Faut rien forcer parce que ça fait pas mal de fois cette saison qu'il est absent comme ça, 1, 2 semaines. Jamais rien de très grave, mais c'est toujours un peu embêtant parce que du coup, il perd la forme. Comme tu as dit, Lopez, petite gêne. On espère qu'il va vite revenir. Après, je pense qu'on a quand même les moyens d'ici là de faire tourner sur le poste 5. On l'a vu hier. Moi, ma petite interrogation là sur le sprint final, c'est sur Westbrook, que je trouve un peu éreinté. Ça drive un peu moins, ça perd un peu plus de ballons. Tu sens qu'il est. C'est pas le Russ de début d'année, mais c'est pas non plus le Russ qu'on a connu à Il y a balancer 2, 3 mois. ouais, à balancer des 40-10-10 à 70% au tir. Je le trouve ouais, un peu fatigué. Hier, il était questionnable sur l'Injury Report pour une gêne à la cheville gauche, je crois. À la cheville, oui. Et finalement, il a joué. Je pense que c'est lui qui a voulu jouer. À un moment donné, si tu veux compter sur Russ pour les tout derniers matchs, s'il y a besoin de le faire reposer contre les Lakers, de toute façon, les Lakers, ça risque d'être compliqué dans tous les cas. Bah, s'il y a un match à faire sauter, tu fais croix sur les Lakers, tu reposes Russ 3, 4 jours. Et puis go, quoi, parce que on peut absolument pas se permettre de jouer avec un Russ à 60% comme on a eu au début de saison, parce qu'on a bien vu ce que ça donnait. Donc, petite inquiétude sur Russ. Après, bah, Denny, fin de saison, donc on ne le reverra pas, malheureusement. Il aurait fait du bien, notamment hier, je pense sur DeRozan, par exemple, il aurait fait du bien. Donc ouais, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas d'autres grosses blessures. Mais Mm. ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur Ross. Beaucoup moins de drive, alors que vraiment pendant 2, 3 mois, il était assez létal quand il réussissait à passer l'épaule et qu'il était assez explosif. Et surtout aussi, ça joue aussi sur son mid-range. Quand il est en jambes, en rythme, qu'il a le bon tempo, qu'il arrive à bien poser ses appuis au sol, souvent son mid-range, que ce soit face à la planche ou un peu à 45 degrés où il fait justement rebondir le ballon sur cette planche, beaucoup plus efficace. Et là, il était un petit peu en manque de rythme, je trouve, ou en tout cas un petit peu fatigué. Et du coup, tous ses shoots étaient vraiment un peu cata. Donc voilà, après, bon, il a ses défauts, ses qualités. Il a quand même fait globalement une bonne saison. On ne peut pas non plus trop lui en vouloir. Et voilà, donc on espère qu'il sera à fond pour le play-in. Et justement, en parlant de play-in, il va falloir essayer de se projeter. J'ai noté 5 gros concurrents. Toronto, Chicago, Indiana, Hornets et dans une moindre mesure Heat, parce que je pense quand même que le Heat a une petite longueur d'avance, que ce soit en termes de bilan comptable ou même au niveau du roster. Sur ces 5-là, qui t'aimerais éviter, qui t'aimerais plutôt prendre, à quelle place on va finir? Voilà, je te demande ton avis. Euh, L'équipe que je veux vraiment pas voir, enfin, contre qui j'ai vraiment pas envie de nous voir jouer, c'est les Raptors, parce que c'est une équipe qui a beaucoup souffert avec les blessures, etc. Ils jouent à temps de pas, ils sont sur une saison compliquée aussi, pas mal de pertes de repères. Euh, mais c'est une équipe, quand elle est au complet, qui est expérimentée, talentueuse, très bien coachée. C'est pas notre cas. Je parle pas en termes d'expérience, mais en termes de coaching, etc. On n'a pas non plus particulièrement l'expérience. Bill a joué quelques séries, Westbrook est évidemment très expérimenté, mais quand même un effectif globalement assez jeune. Donc les Raptors, à choisir entre Chicago et Raptors, je prends Chicago tous les jours, honnêtement. Vraiment, il y a pas photo. Indiana, je trouve que ça peut être une match-up qui peut nous aller. Je pense qu'avec Gafford dans la raquette, on a de quoi embêter un peu plus Sabonis et Turner qu'auparavant. Les Hornets, ça va. Les Hornets aussi. Je pense que c'est mieux coaché, que c'est plus talentueux, mais c'est un peu plus jeune, c'est moins expérimenté. C'est une équipe qui se cherche. Il y a pas mal, enfin, il y a Hayward et Lamelo qui ne sont pas encore revenus. Le retour est annoncé pour bientôt, mais quand même, il y a pas mal d'inconnus en fait sur leur fin de saison. Donc voilà, les Bulls, pourquoi pas, Pacers aussi, Hornets aussi, et Raptors à éviter. Et Miami, vraiment à éviter aussi. Enfin, je Hmm. préférais jouer All Day Hornets que Miami. Donc voilà, mes pronostics, je dirai après, je te laisse la parole pour tes questions. Je suis assez d'accord avec toi. Actuellement, on est 10e, donc on jouerait potentiellement 2 matchs de play-in. Le premier, ça serait plutôt face soit à Chicago, soit à Toronto, à l'heure actuelle. J'ai le même avis que toi sur Toronto. Moi, je ne veux pas jouer Kyle Lowry, Anunoby, Van Vliet, Siakam
sur un match coup près comme ça, avec toute l'expérience qu'ils ont. Le coaching, je ne prends pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Chicago, pour moi, on a vraiment les armes pour les embêter. Vucevic, il est fort offensivement. Mais voilà, on a Gafford dans la raquette. Alors après, c'est aussi la difficulté de défendre Vucevic, c'est qu'il est capable de prendre un peu le large. Mais on a vu Gafford qui pouvait contenir, j'ai bien utilisé le mot contenir, hein, Stephen Curry quand il l'a emmené un petit peu au large. Donc, potentiellement, c'est quand même Chicago, je pense, une match-up plus facile pour nous et qui, je pense, a, quoi qu'il arrive, un talent un peu moindre que Toronto, moins d'expérience. Enfin voilà, moi, j'évite à tout prix Toronto sur le premier match. Et comme tu as dit, ils ont leur saison un peu tronquée, donc leur bilan il est un peu faux, ou en tout cas il est un peu voilà, ça reflète pas vraiment le niveau réel de Toronto quand leur effectif est au complet. Sur le deuxième match, si on suppose que le premier passe, Indiana Hornets pour moi c'est un peu kiff-kiff. Je serais plutôt d'avis aussi à jouer les Hornets. On n'est pas à l'abri d'un Scary Terry à 3 sur 17 au shoot ou voilà, un joueur qui passe à côté. Leur effectif est beaucoup plus jeune aussi, je pense. Pour moi, on doit les dominer au niveau du backcourt notamment. L'expérience d'un Russ et l'expérience d'un Bill sur ce genre de match, pour moi, face à la jeunesse des Hornets, on doit pouvoir les dominer mentalement sur le terrain. J'ai trouvé Bill hier plutôt investi défensivement. Voilà, il avait de temps en temps la position un peu de chaise là, en attendant que le porteur de balle adverse remonte la balle. Bon, c'est un peu du cinéma, mais ça montre aussi un peu la volonté qu'il a de se mettre un peu dedans défensivement. Et donc, sur ce genre de match coup près, sur ce genre voilà, de confrontation et élimination directe, je pense que vaut mieux jouer les Hornets. Un Yes, petit bah du coup, pronostic? ouais, si je devais te donner un pronostic, je dirais qu'on. Bon, allez, je vais faire le pessimiste parce que je sais que tu vas faire l'optimiste. Donc, je vais dire un 10e seed parce que ça voudrait dire, pour être 9e, pour moi, il faut gagner les deux contre les Pacers et c'est très dur à dire à l'heure actuelle. Donc, on va essayer d'être assez réaliste. 10e, avec une bonne petite avance, je pense, sur les Bulls et les Raptors, genre 2-3 matchs, parce que le calendrier fait qu'on est quand même normalement mieux placé. On finirait tout proche des Pacers. Ça se jouerait, je sais pas, 0-5-1. Donc, comme je te dis, sur une confrontation directe, un match un peu serré. Et je nous vois bien passer les Pacers. Je nous vois bien passer les Pacers pour le coup. Et après, ça dépendrait de Hornets Heat. Si les Hornets passent contre le Heat, je ne vois absolument pas battre le Heat. Genre, pas une seconde. Vraiment, no way. Les Hornets, pourquoi pas? Et après, on irait manger notre petit sweep contre Jojo ou contre le trio de Brooklyn. Mais voilà, si je devais te donner un pronostic, ce serait ça, 10e et playoff. Allez, sur le coup. 10e et playoff, bah, j'aimerais bien être un peu plus optimiste. Je pense qu'on peut aller chercher le spot numéro 8. Pour moi le 7 est inaccessible. Déjà, on a trop de retard et puis le 8, ils vont forcément se mettre en rythme, se mettre en route vers le sprint final. D'autant qu'il me semble qu'à l'heure actuelle, les Celtics ne sont pas vraiment si loin que ça en bilan pour le 6e. Donc c'est quelque chose qui peut motiver le 8. Éviter le play-in, ça peut être quelque chose d'intéressant. À la limite, tu vois, si le Heat venait à dépasser les Celtics, je pense que pour les Wizards, c'est peut-être une meilleure match-up de jouer les Celtics Je suis d'accord. plutôt que de se taper le Heat et Bam Adebayo. Donc voilà, je pense qu'on peut aller gratter le spot numéro 8, ce qui nous éviterait potentiellement un match de play-in. Voilà, si on joue le 8 en 7, on le perd, je pense. Enfin, si on joue le 8 en 7-8, je veux dire, on le perd. Donc ça nous ferait jouer sûrement contre Indiana ou Hornets, selon vraiment leur descente, mais je ne les vois pas non plus descendre en dessous de Chicago et Toronto, surtout avec le calendrier des deux derniers. Donc, allez, sur un Indiana Hornets, pour moi, Indiana Hornets, c'est vraiment du 50-50. Peut-être que les Pacers peuvent, à travers Sabonis, notamment, aller battre les Hornets. Mais voilà, je pense que quoi qu'il arrive,
sur une confrontation directe entre Indiana et Hornets, on peut gagner. Moi, je suis joueur des Hornets ou je suis joueur d'Indiana. Je n'ai pas du tout envie de jouer Russ et Bill sur un match élimination directe. Donc voilà, je dirais spot 8, on perd le premier match, on gagne le deuxième et on joue contre le premier de conf. Et puis voilà, contre le premier de conf, je vois bien un truc du genre, vu qu'on est en rythme avec le play-in, on arrache peut-être le premier match un peu surprise et puis après voilà, la différence se fait et on prend un gentleman sweep. Ouais, je pense que peu importe que ce soit les Sixers ou les Nets, après ça dépendra de l'infirmerie des Nets, mais je pense qu'ils seront au complet d'ici là, ça va prendre zéro risque. Je pense contre les Sixers, on l'a vu, je crois qu'on s'est fait sweeper sur la saison. Mm. C'est un adversaire qui nous réussit pas très bien. Embiid, il nous fait toujours, il nous plante toujours son 40-10, 5-5. Donc, c'est une match-up assez terrible pour nous. En plus, avec Simon sur Westbrook, enfin, bref, vraiment très compliqué. Les Nets, pourquoi pas? Ce serait marrant avec le storytelling autour de Ross, KD, Harden, etc. Ça peut être, quitte à choisir, j'ai envie de jouer les Nets rien que pour voir Twitter. Match popcorn. le- Ouais, c'est ça, voilà. Tu profites, tu prends ton sweep, mais tu profites. Si tu as un ou deux matchs serrés, ça peut être sympa. Mm. Ouais, c'est clair. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, Alexis. Je ne Ouais, je sais pas pense, si ouais. tu as des choses à rajouter. Non, je pense On qu'on espère que a été complet. ouais, on espère que ça se produise comme on a un peu pronostiqué. De toute façon, on le verra sur les prochains matchs. Le prochaine rencontre face aux Lakers, il va falloir être tout de suite dedans pour se mettre remettre en rythme pour une bonne série. Et puis voilà, Yes, on va prier pour que LeBron ne soit pas là et on aura peut-être une chance d'aller la chercher. ça marche. Allez, je te souhaite une bonne fin de soirée. Bonne journée ou bonne soirée selon si vous nous écoutez la journée ou le soir, à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Et puis bah, nous, on se retrouve sur Twitter. Salut l'équipe. Salut!